Bien, bonjour à tous. Alors, nous avons décidé d'organiser cette matinée du vendredi en faisant appel à des collègues enseignants en classe préparatoire pour essayer de répondre au maximum à vos attentes sur les nouveaux points, les nouveaux champs d'application des nouveaux programmes en classe préparatoire. En espérant que les collègues puissent répondre à un maximum de questions. Donc, on va démarrer. Avant de démarrer les présentations, je voudrais vous donner 2-3 informations d'organisation. La première, si certains d'entre vous souhaitent une attestation de présence, elles sont disponibles à l'accueil auprès des demoiselles. Et si certains d'entre vous n'assistent pas à l'Assemblée générale de demain matin, des pouvoirs sont également disponibles à l'accueil, donc vous pouvez les remplir et ensuite nous les transmettre. Alors, nous allons démarrer par une présentation de Sébastien Gergadier, qui est donc professeur de sciences industrielles de l'ingénieur au lycée Richelieu, en TSI. Et le titre de sa présentation est le suivant, donc les systèmes à événements discrets. Sébastien, je te laisse la parole. En même temps que tout le monde s'installe. On a démarré, s'il vous plaît. Hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous faire une présentation sur les systèmes à événements discrets. Donc l'objectif de la présentation, c'est de vous présenter des activités que l'on pourrait mener avec nos étudiants sur le thème des systèmes à événements discrets. Alors, quelle activité? Donc, j'ai lu l'ensemble des 4 programmes et répertorié l'ensemble des savoir-faire associés aux compétences qui traitent des systèmes à événements discrets. Et je les ai classifiés par filière. Donc, on trouve des savoir-faire dans 5 des 7 compétences. Par exemple, de la compétence analysée. Pour la filière MPSI-MP, enfin pour les 4 filières, les étudiants doivent être capables d'analyser le comportement d'un système décrit par un graphe d'état ou un logigramme. Pour la filière PTSI-PT et la filière TSI, d'appréhender l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur les mesures effectuées. Quelle que soit la filière, pour la compétence modélisée, les élèves doivent être capables de traduire le comportement d'un système à partir d'outils de description graphique. Pour les filières PTSI, PT et TSI, de proposer les paramètres de configuration d'une chaîne d'acquisition. Pour la compétence expérimentée, donc cette compétence est essentiellement développée pour les filières PCSI, PSI, PTSI, PT et TSI. Donc les étudiants doivent être capables de paramétrer une chaîne d'acquisition, de générer un programme et l'implanter dans un composant cible, et puis de modifier un programme pour modifier le comportement du système. Et enfin, essentiellement pour les filières PTSI, PT et TSI, la compétence réalisée, de réaliser une intégration numérique et une dérivation numérique, et mettre en place un asservissement à l'aide de composants programmables numériques pour la filière TSI en limitant à 2 boucles d'asservissement imbriquées. Donc pour les activités que je vais présenter, donc il y aura 3 études de cas. Une première étude de cas qui s'intéresse à l'acquisition d'un signal analogique et à analyser l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur les mesures que l'on va effectuer. Une deuxième étude de cas qui va s'intéresser à une phase de modélisation, de simulation et d'expérimentation sur un système. Donc le système, c'est un ventilateur Dyson. Et la troisième étude de cas va s'intéresser à un asservissement de vitesse d'une machine à courant continu avec 2 boucles imbriquées, une boucle de courant et une boucle de vitesse. Pour la première étude de cas, donc l'acquisition d'un signal analogique, l'objectif global, c'est d'acquérir un signal analogique et choisir les paramètres de configuration pour une chaîne d'acquisition. Pour réaliser cet objectif global, 3 objectifs intermédiaires: décrire et configurer l'acquisition d'un signal analogique, mettre en évidence la fréquence d'échantillonnage et la quantification, et puis analyser l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur les mesures que l'on va effectuer. Alors, 2 petits rappels d'un signal analogique. Un signal analogique, je n'ai mis une représentation ici, c'est un signal continu. Donc on a une information sur l'amplitude du signal, quelles que soient les valeurs du temps, petit t. Pour un signal numérique échantillonné, donc il a 2 caractéristiques.
ici une représentation. On va commencer par une phase d'échantillonnage, donc on va discrétiser le temps, c'est-à-dire qu'on aura une information sur le signal à des instants particuliers. Entre deux instants, on n'aura aucune information sur le signal. Donc ça, c'est l'opération d'échantillonnage. Et l'opération de numérisation, on va venir discrétiser les amplitudes. Donc le signal numérique échantillonné, il est premièrement échantillonné et deuxièmement numérisé. Hop. On va venir. Voilà. Cette opération d'échantillonnage et de numérisation, l'objectif, c'est que dans le signal numérique échantillonné, on ait autant d'informations que dans le signal analogique. Donc du coup, il faudra que ces deux opérations ne provoquent pas de perte d'informations. Alors, pour le premier objectif intermédiaire, de décrire et configurer l'acquisition d'un signal analogique, donc ici, l'objectif est assez simple. On veut juste faire l'acquisition du signal électrique fourni par un potentiomètre qui sera raccordé à une carte. Donc ici, il se trouve que c'est une carte Arduino Mega. Et on aura besoin d'un ordinateur qui nous servira à deux choses. La première, ça va être d'écrire graphiquement l'acquisition que l'on veut faire et d'afficher finalement les valeurs en fonction du temps. Alors, l'outil de programmation graphique, puisque c'est essentiellement des outils graphiques dans les programmes, ici, on va juste venir chercher un bloc dans le logiciel. Voilà, dans le logiciel. Et ce bloc, c'est un simple convertisseur analogique numérique qui quantifie sur 10 bits. Ce bloc, il faut le paramétrer. Donc, on peut paramétrer la période d'échantillonnage et le numéro de la borne physique sur lequel on va venir raccorder notre potentiomètre dans ce cas. L'étendue d'une mesure, elle est comprise entre 0 et la pleine échelle. Pour nous, ça sera 0,5 volts. Donc ici, on aura deux affichages. Un premier affichage où ici, hop, voilà, on va faire un affichage de la valeur en binaire. Donc ça, c'est intéressant pédagogiquement avec les élèves de voir le code s'afficher. Et puis, un oscilloscope ici. On va avoir deux graphiques. Un premier graphique, on affichera la valeur codée en décimale en fonction du temps. Et puis, l'équivalent en tension. Parce qu'ici, on a juste mis un bloc amplificateur de rapport 5 sur 1024, 5 puisque c'est la pleine échelle et 1024 puisque c'est un CAN sur 10 bits. Donc ici, on peut faire un petit test simplement en direct. Voilà. Donc j'ai déjà mis le programme dans la carte. Voilà. Je mets ça comme ça. Hop. Je vais juste zoomer sur l'affichage. Voilà. Hop. Ici. Hop. Je vais me connecter sur la carte. Voilà. Donc ici, on a le code en binaire, le code écrit en décimale, et puis l'équivalent en tension. Donc ici, j'ai juste placé la carte raccordée au PC avec un petit potentiomètre simplement. Et lorsque je bouge le potentiomètre, on voit bien évidemment le code en binaire évoluer, et puis le signal en code décimal et la tension équivalente évoluer en fonction du temps. Voilà, donc ça, c'est une petite activité simple qui permet de montrer l'acquisition. Donc, reprenons la présentation. Voilà. Okay. Donc ici, j'ai déjà fait un essai avant, et l'objectif ici va être de mettre en évidence la fréquence d'échantillonnage et la quantification. Donc ici, on retrouve les deux graphiques, le code en décimale et l'équivalent en tension. Donc si on fait un zoom à un instant particulier, enfin sur une durée particulière, on regarde la durée entre deux plats, entre guillemets, et on s'aperçoit qu'on trouve une valeur de la période d'échantillonnage de 10 millisecondes, ce qui était effectivement la valeur que j'avais configurée dans le bloc. Donc tout va bien. Si on s'intéresse à la mise en évidence de la quantification, donc je vais zoomer dans cette partie-là, et on va notamment regarder le signal avec le code exprimé en décimale, et on va regarder, essayer de trouver un instant où seulement le LSB change d'état. Donc ici, on en a un, puisqu'on passe du code 724 à 725. Et sur l'équivalent en tension, on trouve une variation de tension de l'ordre de 4,9 millivolts, qui correspond bien finalement à la pleine échelle sur 2 puissance 7, c'est-à-dire 5 divisé par 1024. Donc ici, c'est une petite activité simple qui permet de mettre en évidence la fréquence d'échantillonnage et puis la quantification. Maintenant, on va s'intéresser à analyser l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur les mesures effectuées. Donc cette fois-ci, on va juste remplacer le potentiomètre de tout à l'heure par un générateur basse fréquence. Et ce générateur basse fréquence, il va générer un signal sinusoïdal avec une valeur moyenne de 2,5 volts. Et puis on pourra régler la fréquence grand F. Voilà. Donc ici, j'ai choisi une période d'échantillonnage de 100 millisecondes, ce qui veut dire une fréquence d'échantillonnage de 10 Hz.
Et puis, puisque le signal analogique que me fournit mon générateur basse fréquence est un signal sinusoïdal, on va voir que pour analyser l'influence, on ne va pas travailler dans le domaine temporel, mais dans le domaine fréquentiel. Donc on aura besoin d'utiliser la transformée de Fourier. Et la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal de fréquence grand F, c'est essentiellement 2 Dirac. Un Dirac à la fréquence petit f égale grand F, et un Dirac à la fréquence petit f égale moins grand F. Alors nous, c'est essentiellement le module que l'on va tracer. Donc les signes, ils ne vont pas nous intéresser, et l'opérateur complexe J non plus. Donc on va générer 3 signaux de fréquences différentes, 1 Hz, 4 Hz et 6 Hz, et on va tracer à la fois le signal échantillonné dans le domaine temporel et son spectre associé. Donc pour un signal de 1 Hz, voici ce que ça donne dans le domaine temporel. Donc là, on peut bien vérifier que la fréquence est de 1 Hz, hein. La période est bien d'une seconde. Si on trace son spectre de ce signal échantillonné, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient alors 3 Dirac. Un premier Dirac à la fréquence 1 Hz, un deuxième Dirac à la fréquence moins 1 Hz, qui est logique par rapport à la théorie, et puis un Dirac particulier à la fréquence nulle, qui correspond à la composante continue. Donc là, tout va bien par rapport à la théorie, tout se passe bien. Faisons le même essai avec une fréquence de 4 Hz, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on distingue un peu moins nettement le signal sinusoïdal à 4 Hz, mais si on trace son spectre, globalement, on retrouve bien nos 3 Dirac, un Dirac à la fréquence 4 Hz, moins 4 Hz, et la composante continue. La même chose pour 6 Hz. Encore une fois, on a du mal à identifier la sinusoïde dans le domaine temporel. Et si on trace son spectre, ici, étrangement, on s'attendait à avoir des Dirac en plus 6 Hz et moins 6 Hz, et on les retrouve placés en plus 4 et moins 4. Donc ici, il se passe quelque chose de bizarre qu'on va essayer d'analyser. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, la simple opération d'échantillonnage, elle va échantillonner donc le signal analogique, ici, S de t. On va simplement le multiplier par un peigne de Dirac. On aura, donc ici les équations, mais ce n'est pas le plus important, l'expression du signal échantillonné en fonction du temps. Nous, on a mis en évidence que c'était dans le spectre qu'on avait identifié un souci. Donc pour passer dans le domaine des fréquences, on va utiliser la transformée de Fourier. Donc on estime à un spectre S de f, qui est le spectre du signal analogique, S de t, qui est ici. La transformée de Fourier d'un peigne de Dirac, c'est aussi un peigne de Dirac dans le domaine fréquentiel. Et cette fois-ci, tout à l'heure, il était dans le domaine temporel espacé de t échantillonnage. Ici, les Dirac sont espacés de la fréquence d'échantillonnage. Et l'opération de multiplication dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, c'est la convolution à l'image de la transformée de Laplace. Donc on peut montrer assez simplement que le spectre du signal échantillonné, il s'écrit comme une somme infinie d'une fonction mathématique qui est le spectre du signal analogique, mais périodisé. Et ce qui est important aussi ici, c'est la somme. Donc du coup, finalement, l'opération d'échantillonnage dans le domaine temporel, ça correspond finalement, dans le domaine fréquentiel, à une périodisation du spectre. Alors est-ce que ça va pouvoir répondre à notre problème qu'on a identifié tout à l'heure pour la fréquence de 6 Hz? Si on prend un signal analogique qui a ce spectre-là, et ce spectre-là, il est particulier puisqu'on voit qu'il y a des composantes non nulles pour des fréquences supérieures à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Échantillonner ce signal analogique qui a ce spectre-là revient à périodiser son spectre, on l'a montré. Du coup, on va obtenir ceci. Et notamment, il se passe des choses importantes autour de la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Puisque c'est une somme, globalement, on va sommer les deux petites parties grises autour de la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Donc ici, on a des composantes fréquentielles proches de la fréquence d'échantillonnage divisée par 2 qui sont plus importantes que celles qui étaient dans le signal analogique. Donc par exemple, si c'était un son, les aigus, ils auraient un volume sonore plus important. Et ce phénomène, c'est le phénomène de repliement de spectre. Alors est-ce que c'est ce phénomène qu'on a réussi à mettre en évidence précédemment? Donc on reprend notre cas de figure, une fréquence d'échantillonnage de 10 Hz, un signal sinusoïdal analogique de 6 Hz. Donc on va tracer son spectre. Donc dans le spectre du signal analogique, on a vu qu'il y avait 2 Dirac, notamment un à la fréquence de 6 Hz. Donc ce Dirac-là, on va le périodiser avec une période entre guillemets fréquentielle de 10 Hz. On va obtenir un certain nombre de raies, ici je n'ai représenté que 3, en 16 Hz, moins 4 Hz et moins 14 Hz. De la même façon, le moins 6 Hz, le Dirac de moins 6 Hz du signal analogique, il est périodisé. Donc on va retrouver ici, je n'ai représenté que 3 aussi, un Dirac en 4 Hz, en 14 et en moins 16. Puisque nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le spectre compris entre moins la fréquence d'échantillonnage sur 2 et plus la fréquence d'échantillonnage sur 2, on retrouve bien nos 2 Dirac à la fréquence de plus 4 Hz et moins 4 Hz. Donc finalement, c'était logique ce que l'on obtenait tout à l'heure sur le spectre qu'on a relevé expérimentalement.
Alors bien évidemment, ce phénomène de repliement de spectre, il n'est pas souhaité, donc il va falloir prendre des précautions particulières. On a deux possibilités. La première possibilité, c'est placer un filtre analogique anti-repliement juste avant l'entrée du convertisseur analogique numérique, qui permettra de sélectionner la bande de fréquence uniquement entre 0 et la fréquence d'échantillonnage sur 2. Ça, c'est une première possibilité. Et si on a la possibilité de régler la fréquence d'échantillonnage, ce qui est notre cas, on s'assurera à chaque fois que la fréquence d'échantillonnage est bien supérieure à 2 fois la fréquence max contenue dans le signal analogique, qui est le théorème de Shannon. Donc ici, c'est une première étude de cas assez simple que l'on peut mener avec des élèves en s'intéressant donc au système événement discret avec simplement l'acquisition d'un signal. Pour la deuxième étude de cas, donc on va s'intéresser au comportement d'un système événement discret, et notamment sa modélisation. Donc là, on va s'intéresser au ventilateur sans pale, air multiplier de chez Dyson. Donc l'objectif global, c'est modéliser son comportement, de simuler ce comportement et puis de réaliser des tests sur un prototype. Donc la démarche que l'on va mettre en œuvre pour répondre à cet objectif, on va commencer par mettre en œuvre le système, d'analyser son comportement, de définir les états du système, puis trois sous-phases, de définir les actions associées aux états, définir les transitions entre chaque état, et puis les types de variables qu'on va utiliser. Donc à l'issue de ça, on aura un modèle que l'on va pouvoir simuler, et enfin, pour la suite, essayer de valider le comportement simulé. Alors si ce n'est pas correct, on reviendra aux étapes précédentes. Si on valide le comportement, on pourra chercher à l'implanter dans ce programme dans un composant cible et faire des tests sur un prototype ou sur le système réel. Alors essayons de détailler un peu. Ici, on voit apparaître 4 couleurs. Finalement, c'est les 4 des 7 compétences qui sont dans les programmes. La mise en œuvre du système, c'est simple, assez simple, puisque l'interface homme-machine, finalement, sur ce système est assez rudimentaire. On a 2 boutons poussoirs, marche-arrêt ventilation, que je vais nommer par la suite BPM-AV, et bouton poussoir marche-arrêt balayage, BPM-AB. Un potentiomètre ici, où on peut régler finalement la vitesse de rotation de l'actionneur de la ventilation, donc ça permet de régler la vitesse du vent. Son comportement, alors on aurait pu le décrire avec un diagramme de séquence XML, je ne l'ai pas fait ici, je vais juste mettre les 4 possibilités qui vont nous intéresser. Si on fait un premier appui sur BPM-AV, la ventilation se met en fonctionnement. On a une petite LED qui est sur le bouton BPM-AV ici, qui va s'allumer, une petite LED bleue. Et en agissant sur le potentiomètre, on réglera, entre guillemets, la vitesse du vent. Si on fait un second appui sur ce bouton, on va arrêter la ventilation. On va éteindre la LED qui signale que la ventilation est en fonctionnement. Et si le balayage était actif, on va l'arrêter. Troisième possibilité, si on fait un premier appui sur BPM-AB et que la ventilation était en fonctionnement, on va mettre le balayage deviendra actif. Sinon, il ne se passe rien. Et un second appui sur BPM-AB, si la ventilation est en fonctionnement, on arrête simplement le balayage. Donc l'objectif va être d'essayer de modéliser le comportement observé à partir d'un graphe d'état. Donc on a 3 variables d'entrée, BPM-AV, potentiomètre et BPM-AB. 3 variables de sortie, la variable balayer qui est une variable binaire, 0,1, faut-il balayer ou pas balayer. La LED ventilation doit-elle être allumée ou éteinte. Et puis la variable commande vitesse ventilation qui sera une variable numérique de type octet qui sera comprise entre 0 et 255 qui permettra de faire varier la vitesse de rotation de l'actionneur et donc la vitesse du vent. Alors, il est nécessaire de définir les états du système. Alors là, c'est intéressant pédagogiquement avec les élèves, puisqu'il existe plein de possibilités pour décrire les états du système. Alors ici, j'en propose une. On va prendre un premier macro-état que je vais appeler ventilation, et ce macro-état, je vais le décomposer en 2 sous-états. Un état que j'ai appelé ventilation off et ventilation on. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. On va faire la même chose avec un macro-état 2, qui sera un macro-état de balayage, que l'on va aussi décomposer en 2 sous-états. Donc finalement, si on commence à représenter graphiquement le graphe d'état partiel du système, on trouve 2 gros blocs ici, le macro-état ventilation et le macro-état balayage, et on voit les 2 sous-états associés. Ensuite, il va falloir définir les actions associées aux états, définir les transitions entre chaque état, définir les types de variables d'entrée-sortie. Finalement, à la fin, on va obtenir un graphe d'état qui va ressembler à celui-ci. Donc on revoit bien les 2 gros blocs ventilation, balayage. Contrairement à la diapo juste avant, j'ai été obligé de décomposer les 2 états ventilation on et ventilation off, et de la même façon pour balayage, en 2 nouveaux sous-états. Pourquoi ? Puisqu'en fait, on veut détecter l'appui sur un bouton. Donc l'appui sur un bouton, au début, par exemple pour la variable BPM-AV, il va falloir tester qu'elle passe de l'état logique 0 à l'état logique 1. Et ce bouton, il faut le relâcher, donc il va falloir faire un test sur la variable entre guillemets BPM-AV bar. Donc c'est ce qui est fait ici. Pour les actions associées,
Par exemple, prenons l'état ventilation on. Lorsque cet état va devenir actif, on va mettre la variable LED ventilation à 1, donc on allumera la LED, et tant que cet état deviendra actif, ici c'est pour ça qu'il y a du during, pendant tout ce temps-là, la variable de sortie commande vitesse ventilation, elle recopiera la variable d'entrée fournie par le potentiomètre. De la même façon ici, pour le balayage, on a à peu près la même structure, si ce n'est que le balayage ne peut devenir actif que si la ventilation est en fonctionnement. Donc à un moment, il va falloir tester qu'un de ces états est actif. Alors, avec un autre outil que vous connaissez très bien, on aurait écrit EX3 par exemple. Bon, ici, on a à peu près le même principe, c'est E in du nom de l'état qui nous intéresse. Donc finalement, c'est tout à fait transposable. Maintenant qu'on a un modèle de comportement, on va pouvoir essayer de le simuler. Donc ici, on retrouve donc le graphe d'état qui se retrouve au milieu. Donc si je faisais double-cliquer sur ce bloc-là, on verrait la diapo précédente. Et on va venir placer nos variables d'entrée ici. Donc on retrouve nos deux boutons poussoirs, ici, qui sont des variables logiques. Un bloc qui va permettre de simuler le potentiomètre. Et puis ici, un bloc un peu particulier, bloc real-time pacer, qui va permettre de s'assurer que la simulation que l'on va faire va être entre guillemets temps réel. C'est-à-dire qu'une seconde pour la simulation, ça sera une vraie seconde pour nous. Donc ici, on peut faire une petite simulation simplement. Hop, voilà. On va prendre ça, ça. Voilà, on va essayer d'organiser ça un peu. Hop. On voit pas bien, mais bon. Hop. Voilà. Donc ici, le schéma qu'on a vu juste avant. Ici, le graphe d'état. Alors, je vais le monter un peu parce que sinon on ne va pas le voir. Hop, voilà. Un scope pour visualiser, et ici, ce qui va représenter le potentiomètre. Hop. Allez. Oui, ça marche, évidemment. Donc ici, on va venir agir donc, sur les boutons poussoirs. Donc ici, bouton poussoir BPM AV. Donc on voit les états qui deviennent encadrés en bleu, donc c'est les états actifs. Donc ici, j'ai juste mis la ventilation en fonctionnement. Et si j'agis sur le potentiomètre, bah ici, on voit donc la variable commande vitesse ventilation qui varie en fonction de ce que je fais sur le potentiomètre. Si maintenant je veux mettre le balayage en fonctionnement, donc on va simuler son comportement. Donc on voit ici que ça évolue. Donc là, je relâche le bouton. Voilà, tout va bien, tout se passe bien. Donc on peut éteindre, vérifier que si pas la ventilation, ça ne se met pas en fonctionnement, etc., etc. Donc voilà, donc c'est des simulations qui se font assez simplement et c'est assez visuel avec les élèves en activité pratique. Maintenant que notre comportement simulé est globalement correct par rapport aux essais que l'on a fait, on va pouvoir essayer d'implanter ce programme dans un composant cible. Donc cette fois-ci, on va un tout petit peu changer le modèle que l'on avait précédemment, qu'on avait obtenu en simulation. On va simplement remplacer les boutons poussoirs et le potentiomètre d'entrée qui étaient utiles à la simulation. Et on va rajouter trois blocs physiques, trois blocs oui, entre guillemets physiques, qui vont commander nos préactionneurs, puis ensuite aller vers les actionneurs. Donc ici, on a deux variables binaires logiques. Donc on va chercher un bloc digital input. Ici, un bloc analog input, le même qu'on s'est servi tout à l'heure pour l'acquisition. Ici, deux variables de sortie logique tout ou rien binaire. Et ici, un bloc PWM. Donc c'est un bloc qui, à l'entrée, on va mettre une valeur comprise entre 0 et 255, qui va nous générer un signal périodique à rapport cyclique variable. Voilà. Donc ici, ce programme-là, on peut le mettre en appuyant simplement sur un bouton dans une carte Arduino, ici, et faire le petit câblage assez simple. Et on peut tester soit sur un prototype, c'est-à-dire juste mettre deux petits moteurs à côté, ou alors carrément sur le système réel. Donc il faut une petite phase de préparation avant, mais on pourrait le faire. Voilà. Alors globalement, si on analyse le comportement, si on analysait, si on l'avait fait ensemble, on s'apercevrait que globalement le comportement est le même, si ce n'est que lorsqu'on agit très rapidement sur le potentiomètre, sur le système réel, on a une phase, une rampe de vitesse. Chose que l'on n'a pas prise en compte ici, donc on pourrait simplement rajouter par exemple un bloc ici qui permet de limiter l'évolution en termes de vitesse sur ce bloc-là. Donc là, ça permet d'améliorer notre modèle. Voilà.
Donc cette étude de cas, si on fait un petit bilan, la modélisation, on a réussi à faire une modélisation assez simple du comportement du système à partir d'un graphe d'état. Alors la solution, bien évidemment, elle n'est pas unique, hein, c'est là où il y a un intérêt pédagogique avec les élèves. Une simulation qui est simple et adaptée. On peut directement, très facilement implanter le programme dans un composant cible et on n'a pas écrit une seule ligne de code, ce qui est quand même intéressant avec des élèves. Et en plus, lors de la phase de test sur un prototype, alors qu'il soit entre guillemets réel ou sur le système commercialisé, on peut visualiser l'évolution des états en fonction du temps sur le système réel lorsqu'on s'est placé en mode external. Donc finalement, cette étude de cas est assez bien adaptée à des activités expérimentales, type TPE mini-projet, et peut être complètement réinvestie, notamment dans les TIPE. Et on a mis en œuvre une démarche quasiment complète, la démarche de l'ingénieur. Pour la troisième étude de cas, donc qui concerne un asservissement de vitesse d'une machine à courant continu, l'objectif global, c'est réaliser un asservissement de vitesse avec deux boucles imbriquées, une boucle de courant et une boucle de vitesse. Donc, les objectifs intermédiaires, on va essayer de décrire fonctionnellement et structurellement l'asservissement de vitesse avec les deux boucles, et puis en simulation, voir comment on va réaliser, entre guillemets, la boucle de courant et la boucle de vitesse. Et puis ensuite, on pourra implanter ces deux boucles dans un composant cible et analyser les performances. Alors ici, un petit schéma pour décrire fonctionnellement. Donc on retrouve ici l'actionneur, le convertisseur statique, et ensuite toute la logique de commande avec deux boucles. Une première boucle ici, qui est une boucle de courant. Donc ici, on a une mesure du courant qu'on va venir comparer à une consigne de courant, et un capteur de vitesse que l'on va venir, ce signal, le comparer à une consigne de vitesse ici. Et les deux correcteurs, correcteur de la boucle de vitesse et le correcteur de la boucle de courant. Alors quel peut être l'intérêt d'imbriquer deux boucles et de commander par exemple une machine à courant continu avec une boucle de courant et une boucle de vitesse? Si on applique simplement le théorème du moment dynamique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe, on a J de oméga sur dt égale Cm moins Cr, là je ne vous apprends rien. Et il se trouve que le couple fourni par le moteur, il est proportionnel au courant d'induit. Alors, si on veut précisément maîtriser oméga et notamment d sur dt, la seule variable sur laquelle on peut agir, entre guillemets, c'est le couple moteur. Et donc, du coup, c'est sur le courant, I de t, et pas sur la tension d'induit. Donc, du coup, si on maîtrise précisément le courant, avec la boucle de courant, on maîtrisera parfaitement le couple et donc la vitesse et l'accélération angulaire. Deuxième intérêt, on va essayer de découpler les phénomènes électriques et mécaniques, c'est-à-dire faire en sorte que la constante de temps électrique soit vraiment très inférieure à la constante de temps mécanique. Et troisièmement, chose que l'on ne peut pas faire si on ne fait pas de boucle de courant, on pourra limiter le courant d'induit par saturation pour éviter, lors de régimes transitoires, un échauffement trop important de l'actionneur. Alors, structurellement, comment on va réaliser cet asservissement? Bon, ici, un bloc moteur, hein, donc j'ai simplement pris une petite maquette où on a deux petits moteurs à courant continu parfaitement identiques. Un qui fonctionnera en moteur et celui-ci qui fonctionnera en génératrice tachymétrique qui me donnera une information sur la vitesse. Un convertisseur statique, donc là c'est une simple petite carte qu'on peut acheter dans le commerce, c'est un double HR 4 cadrans, bon, nous on n'aura besoin que de 1 mais c'est pas très grave, et tout le reste on va l'implanter dans une carte programmable qui ici se trouve être une carte Arduino Mega. Alors en simulation, comment on va mettre en œuvre cet asservissement de courant et de vitesse? Bon, au début, ici, classiquement, tout le monde reconnaît le modèle de la machine à courant continu, hein, on ne va pas le détailler. Donc on va reprendre ce modèle, on va prélever, enfin mesurer le courant d'induit, et on va venir le comparer à une consigne de courant. On va simplement le soustraire et placer par un correcteur. Ici, j'ai décidé de prendre un correcteur proportionnel intégral. Si on lance une simulation, on trace l'évolution du courant en fonction du temps. Donc en rouge, on voit la consigne de courant, et en bleu, la réponse du courant pour les paramètres du modèle que j'ai choisi. Donc ici, on a finalement la machine à courant continu avec une simple boucle de courant toute seule. On va pouvoir reprendre ce bloc, cet ensemble, de la MCC avec la boucle de courant, et réaliser un asservissement de vitesse. Donc on va faire une mesure de vitesse, entre guillemets, la comparer à une consigne de vitesse et repasser encore une fois ici par un correcteur PI. Donc voilà ce qu'on peut obtenir comme réponse. Bon, tout dépend forcément des valeurs des paramètres de la machine à courant continu, du correcteur de la boucle de courant et de la boucle de vitesse, mais voilà ce qu'on peut obtenir. Donc ces deux boucles-là, la boucle de courant et la boucle de vitesse, c'est bien des boucles qui sont imbriquées. Alors ces deux boucles, il va falloir les implanter dans un composant cible. Donc là, j'ai remontré donc, la structure, la MCC, le hasher et la carte. Et nous, ce que l'on va faire, c'est essayer de programmer donc, cette carte. Et donc on va placer ce schéma bloc.
Alors il paraît un peu lourd au premier abord, mais finalement on peut redistinguer très facilement ici la boucle de courant interne qui est ici, et puis la boucle de vitesse externe qui est ici. Alors, puisqu'on a dit qu'on voulait dissocier les deux constantes de temps, ici, forcément, la boucle de courant doit être plus rapide que la boucle de vitesse. Donc j'ai décidé de prendre une période d'échantillonnage de la boucle de courant de 1 milliseconde. Et pour la boucle de vitesse, de 10 millisecondes. Sauf que ici, il y a un bloc que je n'ai pas parlé encore. Ce bloc, c'est un bloc adaptateur de la fréquence d'échantillonnage. Quel est son rôle ? Ici, cette boucle de courant, à l'entrée plus du soustracteur, ici, il faut qu'il ait une valeur toutes les millisecondes. Sauf que la consigne de courant, qui est fournie par la sortie du correcteur de la boucle de vitesse, elle ne donne une information que toutes les 10 millisecondes. Donc du coup, ce bloc, il permet simplement, alors on peut le configurer, il y a plein de possibilités, il va répéter 10 fois la même valeur qui est présente ici, toutes les millisecondes. Donc là, globalement, il faut juste penser à ce petit bloc ici. Alors on aurait très bien pu prendre une période d'échantillonnage de 1 milliseconde ici, ça n'aurait pas servi à grand-chose, on n'aurait pas eu besoin de ce bloc, certes, mais du coup, la boucle de vitesse aurait calculé très souvent, ce qui globalement n'aurait rien changé sur les performances. Donc, donc j'ai fait des tests. On va essayer d'analyser les performances en présence de la boucle de courant et en l'absence. Donc à gauche, sans la boucle de courant intégrée, et à droite, avec la boucle de courant intégrée, tout en maintenant le même correcteur de la boucle de vitesse. Donc c'est des essais, des relevés sur les oscilloscopes. Donc on a une tension qui est fournie par la deuxième machine à courant continu qui fonctionne en génératrice, en fonction du temps. Voilà. Donc sans boucle de courant intégrée, voilà ce que l'on obtient. Donc on note très rapidement qu'il y a beaucoup de dépassements. Alors on pourrait vérifier que l'erreur statique est nulle. Je n'ai pas mis la consigne, mais ça marche effectivement. De toute façon, on a mis un correcteur PI, donc pour la consigne, tout va bien se passer. Et ici, j'ai mis un zoom sur la figure du bas. C'est un zoom de ce régime transitoire ici. On s'aperçoit que l'ordre de grandeur du dépassement, du premier dépassement, c'est 80%. Et l'erreur statique est nulle. Et le temps de réponse à 5%, c'est de l'ordre de 300 millisecondes. Si maintenant on met le même correcteur de la boucle de vitesse, mais qu'on a mis en place la boucle de courant intégrée, voilà ce que l'on obtient. Donc on a toujours l'erreur statique qui est nulle, donc là on n'a rien changé du tout. On voit nettement qu'on a beaucoup moins de dépassements dans le régime transitoire. Donc du coup finalement on a amélioré la stabilité. Et puis le temps de réponse, avec le zoom ici, l'ordre de grandeur c'est d'une centaine de millisecondes. Donc du coup finalement on a gagné sur tout, à la fois sur la stabilité et sur la rapidité, simplement par la mise en place d'une boucle de courant. Donc, petit bilan sur cette troisième et dernière étude de cas. Globalement, c'est une mise en œuvre qui est assez simple pour imbriquer les deux boucles. On n'a toujours pas écrit de ligne de code. Globalement, l'interface graphique, elle est simple, puisque finalement, on est très habitué à représenter les asservissements avec des schémas blocs de la même façon que ce que l'on va programmer dans le logiciel. Et c'est visuel. Et puis en plus, comme tout à l'heure, si on se place en mode external, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les paramètres des correcteurs, entre guillemets, en temps réel. C'est-à-dire que si on veut faire une activité où on veut simplement mettre en évidence l'influence des paramètres d'un correcteur sur le comportement, ici, par exemple, je peux très bien décider de changer le paramètre correcteur proportionnel. S'il valait 1, on double-clique dessus, on met 5, entrée, et quasiment instantanément, la correction se fait avec la nouvelle valeur du correcteur proportionnel. Comme tout à l'heure, c'est une étude de cas adaptée aux activités expérimentales, du type mini-projet ou TIPE. Je vais finir sur une dernière diapo, un petit bilan global. Donc finalement, si on reprend la première diapo avec tous les savoir-faire qui sont dans les programmes, il n'y en a qu'une que l'on n'a pas traitée, c'est réaliser une intégration et une dérivée numérique. Donc là, dans le temps imparti, c'était un peu difficile de le présenter, mais on peut tout à fait le faire. Voilà. Pour le matériel et logiciel utilisé, donc c'est un ventilateur, l'ordre de grandeur, peut-être que vous le connaissez. Carte Arduino, 36 €, donc c'est pas très cher. La carte double hacheur, 33 €. Et le logiciel qui a été utilisé, vous l'avez peut-être identifié, c'était le logiciel MATLAB. Voilà. Donc on a besoin de 3 toolbox, 2 Simulink Stateflow et la toolbox plus précise pour l'Arduino qui est une toolbox gratuite. Et je finis là-dessus. Je remercie tous mes collègues de Rueil, aussi une collègue du lycée Raspail et la société Mathworks à Meudon pour leur aide et leurs conseils. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sébastien.
Alors, deux choses. Je pense que les collègues ont vraiment apprécié le point de départ de ta présentation. Voilà, l'analyse des programmes dans toutes les filières et puis qu'est-ce qu'on peut faire sur cette nouvelle compétence rentrant dans les programmes. Et puis, bien sûr, j'espère que tu accepteras de déposer cette présentation sur le site de l'UPSI pour que tout le monde puisse en profiter, et y compris les collègues qui sont absents aujourd'hui, bien sûr. Donc, je vais laisser la place à des questions. Juste une dernière chose, effectivement, on a un objectif avec des collègues, mais s'il y a des volontaires présents dans la salle, d'essayer, enfin plus qu'essayer, même réussir, à rédiger 4 ou 5 TP, entre guillemets clés en main, pour vous. Et l'objectif, ça serait de les déposer pendant les vacances d'été, je ne donne pas de date, pour que si vous voulez attaquer à la rentrée de septembre, eh ben, vous pourrez. Voilà. Donc s'il y a des volontaires, on est preneur. Très bien. François, une question? François Weiss? Lève la main bien haut. Voilà, c'est bon. Bonjour. Je reviens à une discussion que nous avons eue hier avant le repas. Et ma question porte sur l'écriture des lignes de code. Oui. Donc, toute la première partie, c'est effectivement sans écriture de ligne de code. Et tu dis qu'on pourrait facilement revenir à un travail sur la mise en place d'une dérivation et d'une intégration numérique. Donc pour moi, c'est un paradoxe parce qu'on Pas du on tout. est obligé d'écrire des lignes de code pour faire cette Non. dernière partie. Pas du tout, parce que par exemple, si c'est pour réaliser un correcteur, on peut très bien, ce correcteur qu'on a placé ici, entre guillemets, de façon analogique, on va le réaliser sous forme numérique, et ce correcteur numérique, ou ce filtre numérique, il a une équation de récurrence. Donc du coup, on peut très bien représenter graphiquement avec des blocs retard d'un échantillon, et des simples blocs amplification, avec des structures bouclées de façon très simple, réaliser graphiquement un correcteur numérique. Et pour autant, j'aurais écrit aucune ligne de code. D'accord, c'est un petit peu faussé quand même le travail, il me semble. Alors, Le vrai travail, c'est d'écrire, faussé, personnellement, je ne le pense pas. Surtout, j'essaye de respecter ce qui est marqué dans le programme, enfin dans les programmes, c'est marqué que c'est des outils graphiques. Voilà. Merci. De rien. Une autre question? Julien? En bas, milieu. Voilà. Non, c'est bon, il y a une question. Bonjour. Est-ce que vous pourriez juste définir ce qu'est un système à événements discrets, s'il vous plaît, et Alors, puis un graphe d'état? Alors, dans le système à événements discrets, on va mettre tout ce qui concerne la modélisation des comportements où on a des variables, par exemple logiques ou numériques, qui vont évoluer. Donc, par exemple, simplement faire de l'acquisition. Aussi pour décrire le comportement d'un système, donc par exemple avec un graphe d'état, pour décrire simplement le comportement, mais aussi, comme je vais présenter là, réaliser un asservissement numérique. Donc du coup, on a besoin de faire de l'acquisition et donc du traitement sous forme numérique. Donc je mets au moins ces trois choses sous le terme générique système à événements discrets. Encore un prolongement de questions? Je peux juste continuer, parce qu'il me semble qu'en automatique, enfin, la notion de système à événements discrets est assez fixée, et que ça correspond à une description de système dans laquelle on s'intéresse juste au début et aux fins d'événements, et justement tout le côté analogique étant exclu. Et il me semble que le deuxième exemple que vous avez développé s'intéresse à ce qu'on appelait des systèmes hybrides, à la fois discrets et continus. Et, Alors, voilà, donc ça c'était juste une chose, et puis non, c'est une grosse chose. Et j'ai pas vu le rapport, moi, entre système et événement discret d'une part, et le premier exemple que vous avez développé. Alors, ça, c'est du temps discret. Pour votre première remarque, pour le graphe d'état, c'est bien du système à événement discret, puisque l'acquisition de l'information fournie par le potentiomètre, je vais bien la convertir d'analogique en numérique à une période donnée. Donc du coup, je n'ai pas le côté analogique. Le côté analogique, il est uniquement fourni par le signal électrique fourni par le potentiomètre. Voilà. Pour la deuxième remarque, j'ai oublié. Excusez-moi. Le premier exemple.
Le premier exemple, du coup, c'est même remarque que ce que je viens de dire. Voilà, j'ai un signal analogique. Le but, c'est simplement de faire l'acquisition. Donc, on a des savoir-faire qui sont liés à caractériser l'influence de la fréquence d'échantillonnage, de mettre en évidence la période d'échantillonnage et la quantification. Alors, c'est des choses globalement assez simples. Du coup, j'ai bien une information numérique à des instants particuliers. Donc, c'est bien un système à événement discret. Je n'ai une information qu'au moment où je lui demande de le faire. Excusez-moi, je suis un peu têtu. Oui, pas de souci. Il me semble qu'il y a 3 notions. Il y a les valeurs discrètes, donc la numérisation. Il y a le temps discret qui est l'échantillonnage. Oui. Et quelque chose qui est complètement différent, qui est l'événement discret. Voilà. Depuis quelques dizaines d'années, on décrit ça notamment avec des réseaux de Petri. Je sais que ça fait un peu ringard, mais enfin, ça continue à être toujours très utilisé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a 3, pour moi, j'ai fait un petit peu d'automatique, il y a bien 3 notions différentes, j'ai fait du traitement du signal aussi, et j'ai l'impression qu'on mélange un petit peu les 3 notions là. Okay. C'est peut-être pas grave, hein, mais... Non, mais... Est-ce qu'on a une autre question? J'ai vu un collègue devant. Oui, bonjour. Je ne connais pas particulièrement le ventilateur Dyson, mais à mon avis, il n'y a pas du tout de système automatisé, enfin, il n'y a pas d'automate dedans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'utiliser une carte programmable pour un système qui est réalisé avec 3 fils électriques? Alors, non, parce que je l'ai démonté, le ventilateur Dyson. Et effectivement, dedans, il y a un microcontrôleur qui n'est bien évidemment pas programmable. Hein. Même l'interface homme-machine est même plutôt complexe à identifier, en tout cas le câblage électrique. L'objectif ici, c'est simplement essayer de reproduire le comportement que l'on a vu sur le système du ventilateur Dyson et de l'implanter dans un composant cible pour essayer d'identifier les écarts de comportement. Voilà. Donc ce n'est pas simplement de la simple logique câblée, comme on pourrait l'imaginer dans le ventilateur, puisque, par exemple, l'actionneur de la ventilation, c'est un moteur brushless, et il y a des capteurs à effet Hall placés sur le stator, et donc du coup, il y a toute une logique de commande qui est implantée, donc du coup, il y a bien un microcontrôleur placé dedans. Voilà. Sinon, bien évidemment, je n'aurais pas pris cet exemple. Voilà, si c'était de la simple logique câblée. Merci. On va passer à la présentation suivante. Merci Sébastien. Merci encore.